La Cité européenne des scénaristes présente. Le travail du scénariste a été en amont avec moi et là je pouvais proposer des choses, genre lui il avait écrit ça se passe dans une bibliothèque et en fait je dis mais est-ce que ça peut pas être un truc un peu plus délirant ? On va pas réécrire le scénario mais on peut proposer des choses dans les objets, dans les décors, comment le personnage évolue. Les décorateurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Globalement, on est toujours dans la recherche artistique, dans le mieux, dans la conception, dans l'idée, dans la vision. C'est notre métier, quoi. C'est le décor de cinéma, c'est ça. C'est chercher comment on peut sublimer, comment on peut extrapoler, comment on peut dépasser les frontières de ce qui serait juste la transcription littérale d'un script, quoi. Leur métier, rechercher et créer les décors des films et séries. Dans ce 5e numéro de l'émission, la parole est aux décorateurs. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont notamment officié sur Sherazade, Des Hommes et des Dieux, Le Bureau des légendes, Hippocrate ou encore les films de Jacques Audiard et de Quentin Dupieux. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en juin 2021. Je suis Simon Tric, je suis accessoiriste, membre de l'AFAP, Association Française des Accessoiristes de Plateau. Et ça fait 25 ans que je suis dans le métier et que je gravite en tout cas autour de la déco. Voilà. Donc je suis Léa Philippon, dans la déco depuis 15 ans, mais chef déco depuis 5 ans à peu près. Quelques projets que tu peux citer sur lesquels tu as été dernièrement ou... Oui, alors le plus connu, très réaliste en déco, c'est Sherazade, qui a eu quelques Césars, donc voilà. Bonjour, Fanny Stauff, je suis première assistante déco. Je travaille depuis une vingtaine d'années et je suis passée un peu par tous les postes de la déco de l'assistanat, donc du 3e assistant, second, régidex, un tout petit peu d'ensemblage pour arriver au poste de première que j'exerce depuis une dizaine d'années. Alors Michel Barthélémy, je fais des décors de films depuis les années 80 à peu près. J'ai eu une trajectoire où j'ai fait beaucoup de pubs, clips et autre chose jusqu'aux années 95 à peu près, tout en ayant quand même des expériences de fiction. Après j'ai vraiment embrayé dans la fiction en faisant un peu les deux, jusqu'aux années 2010 à peu près. Maintenant je fais quasiment que de la fiction et je m'investis pas mal dans la vie associative. J'ai été un temps président de l'ADC, qui est donc l'association des décoratrices et décorateurs de cinéma. On a monté aussi une fédération européenne du décor et du costume qui s'appelle Arsénico. Et puis voilà, je m'investis pas mal sur le front du développement durable, ou du moins de ce qui pourrait intéresser une orientation dans la crise écologique durable que nous vivons. Dans la déco en particulier ? Dans nos branches professionnelles et notamment dans la déco, puisque pour l'instant, on manque d'expertise dans le domaine et on cherche surtout à identifier la difficulté du problème et de la tâche d'être à bord d'un train qui va pas dans le bon sens. Mais enfin, ça, c'est pas le sujet de ce soir. Ok, merci beaucoup, très complet. Et enfin Philippe Van Hervinen, moi ça fait 25 ans que je travaille dans le cinéma et puis j'ai dû faire mon premier film comme chef déco entre guillemets en 2001 et depuis je travaille sur des films ou des séries essentiellement, mais je suis beaucoup moins actif que Michel pour le reste. Quelles sont les premières questions que vous vous posez à la lecture d'un scénario sur lequel vous vous apprêtez à travailler ? Déjà, j'essaie de pas trop me poser de questions. Je lis le scénario, comme on lit un bon livre, comme on lit un livre en tout cas, en espérant qu'il soit bon. Je dirais que la première question, c'est est-ce que je le trouve bon ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que l'histoire m'intéresse ? Est-ce que j'ai envie de travailler dessus ? Ça détermine si mon travail va être plus alimentaire ou si au contraire je vais pouvoir vraiment trouver un intérêt personnel, on va dire. Ensuite, les questions de difficulté technique, rien n'est jamais insurmontable, donc c'est vraiment plutôt une approche d'intérêt personnel. Très bien, ensuite ? Je dirais un peu pareil. La première chose, c'est est-ce que le scénario me plaît ? Et après, c'est plus est-ce qu'il me parle ? Est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose d'intéressant ? Alors, ça dépend si c'est écrit par le réalisateur ou si c'est une série, évidemment. Mais si c'est le réalisateur, est-ce que je pense que je vais le comprendre ? Est-ce que je pense que je vais lui apporter quelque chose d'intéressant ? Et
Et est-ce que dans la description, parfois, il y a des petites notes, des petites lignes qui décrivent un peu un décor, et on se dit, ah tiens, l'auteur s'intéresse un chouille au décor, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Ma première lecture est aussi tout à fait comme une personne lambda, en fait, pas forcément professionnelle. Je le lis en me projetant dedans, en rentrant ou pas dans l'histoire, et puis c'est ce qui va motiver après mon envie de faire le film. Sans forcément l'approche technique du coup tout de suite. Non, pas du tout, pas la première lecture. Michel, c'est le cas aussi pour toi ? Bah écoute, le scénario, c'est un peu un des premiers signes qu'on a d'un projet, c'est-à-dire que si c'est le cas d'un scénario qui émane de gens qu'on connaît, donc bon, on est assez curieux et souvent on lit très vite parce que si c'est un réalisateur ou une réalisatrice avec qui on a déjà travaillé, sans doute il est curieux de savoir ce qu'on en pense, etc. Donc là, on a une communication rapide. Après, si on parle d'équipe ou de personnes avec qui on n'a jamais travaillé, c'est le premier terrain qu'on rencontre sur un projet, c'est-à-dire sur une promesse de projet. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on va sans doute faire la première rencontre avec le réalisateur. Donc c'est déjà un espèce de témoin, quoi, qui va nous renseigner sur le projet. Et alors moi j'en lis beaucoup, il y en a beaucoup qui me tombent des mains, évidemment. Et puis on sent quand même il y a déjà quelque chose ou pas, même si c'est pas le film, on a une écriture. Ça permet en tout cas de rencontrer un réalisateur, un producteur et d'échanger à ce sujet et de voir si on veut aller plus loin. Donc c'est un peu le premier signe d'un projet, je dirais. Alors moi, bon oui, évidemment, j'espère que ça va être bien. Mais j'aimerais pouvoir lire rapidement comme ça, et à chaque fois je suis très très lent pour lire parce que j'ai besoin de me représenter les choses. Je peux pas m'en empêcher. Et après, toute mon angoisse, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans ce que je lis, d'un point de vue créatif ou d'un point de vue scénographique. Ça, c'est ma grande angoisse, en fait. Justement, c'est ma question suivante. Comment votre métier enrichit-il les histoires, enrichit-il les scénarios en particulier ? Nous, notre travail, c'est d'être au service de la dramaturgie. Partant de là, on va travailler dans les creux, dans les off, dans les flous, tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est un travail qui est aussi fait appel à la faisabilité, c'est-à-dire à la capacité à proposer, trouver des solutions, avoir des visions, lancer des idées qui vont aller dans le sens de la dramaturgie, qui vont être en support pour les comédiens. Donc ça passe évidemment par un temps de travail qui est le temps de gestation, moi j'appelle, qui est la préparation, parce que scénario c'est un espèce de machin évolutif, souvent, c'est rarement figé, à part quelques réalisatrices et réalisateurs qui vont pas bouger une virgule et qui sont bien financés et tout, mais en fait finalement c'est une pâte qui se masse et qui se travaille. Et donc le film il commence à prendre vie dès qu'on est en préparation, mais après tout le long, jusqu'au moment du tournage, c'est comme un train qui prendrait de la vitesse petit à petit, il se charge d'énergie et le projet apparaît petit à petit et il commence à vraiment exister en tant qu'image quand c'est incarné par les comédiens. Mais pendant tout ce chemin-là, il y a un travail collaboratif pour apporter tout ce qu'on peut amener et se garantir du maximum d'idées, d'intentions et de bonnes idées pour construire cette chose-là, quoi. Et du coup, quels sont vos espaces justement d'expression dans cet ensemble, dans ce... Alors moi, il y a quelque chose qui me vient, qui rappelle vraiment ce que Michel dit. Alors c'était pas sur une fiction, mais c'était sur un jeu vidéo qui était tourné comme un film avec des personnages réels, et du coup les décors sont très importants parce que c'est des espaces de jeu, des pièces vides où il n'y a pas de comédien forcément qu'on suit, etc. Et où le travail du scénariste a été en amont avec moi. Et là, je pouvais proposer des choses, genre lui il avait écrit ça se passe dans une bibliothèque, et en fait je dis mais est-ce que ça peut pas être un truc un peu plus délirant, ou voilà, on se fait plaisir parce qu'on est très très en amont dans le scénario. C'est un cas particulier, oui. C'est un cas particulier, mais je pense que on va pas réécrire le scénario, mais on peut proposer des choses dans les objets, dans les décors, comment le personnage évolue, ou quand on est bien en amont sur un film, je pense que ça peut aider le réalisateur à avoir une vision autre, voilà. Oui, moi je pensais aussi à un exemple que j'ai eu il y a quelques années, en fait, sur la première saison du Bureau des légendes, où il fallait concevoir en studio le décor principal qui est celui de la DGSE. Et en fait, à la lecture du scénario, il y avait énormément de pièces, énormément de couloirs, énormément de bureaux, et en fait on n'avait pas la possibilité dans un espace de 1000 mètres carrés du studio de Saint-Denis de faire tous les espaces qui étaient dans le scénario. Et en fait il y a eu des allers-retours, c'est-à-dire que on a fait des propositions de plans, de circulation. Alors, ce qui était assez simple, c'est qu'on était en direct avec Éric Rochant, qui était le scénariste principal, qui était réalisateur principal, mais scénariste principal de ce projet. Donc, il pouvait lui-même décider ou pas de réécrire. Il s'est avéré qu'en fait, il y avait plein d'espaces qui étaient utilisés une fois, où on ne savait pas exactement dans quelle pièce se passait telle action. En fait, il y avait un petit peu de flou dans les sous-décors, en fait. Ce qui faisait une sorte de panel énorme d'espace qui n'était
pouvait pas tenir dans le lieu physique qu'on avait. Donc là, il y a eu des allers-retours et une réécriture du scénario, voilà, juste pour préciser les lieux, condenser certains espaces en un seul. Donc là, on avait le côté plus artistique, là, le côté peut-être plus technique, l'interaction technique avec le scénario. Est-ce que, Philippe, t'as d'autres choses peut-être qui te viennent Hélas, j'ai pas l'impression que j'ai pu c'est peut-être pas le cas, hein. influencer de manière j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Bon, et après le studio, c'est encore quelque chose de différent parce que là effectivement tout est possible et dans un décor existant, ça peut être intéressant aussi parce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant à faire ou dans des modifications. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire coïncider le scénario avec un décor existant qu'on va transformer. Mais c'est vrai que la circulation, c'est quand même quelque chose d'important. La circulation des personnages dans l'espace. Oui. Puis alors après, c'est vrai que bon, on cherche naturellement à avoir le plus de possibilités dans un décor, d'axes ou de sortie ou d'entrée, d'interaction et tout. Et niveau accessoires, Simon, toi comment t'arrives avec ton taf à peut-être enrichir ou peut-être approfondir un scénario, t'as des exemples Disons que moi j'interviens quand même juste au moment du tournage, pour ainsi dire. On a très peu de préparation, donc on n'a pas de dialogue où les choses s'adaptent les unes aux autres. Enfin, ou en tout cas on travaille pas avec le scénariste ni même très peu avec le réalisateur en préparation. On est vraiment pour mettre les choses en œuvre, donc je vais pas influencer le scénario, mais là où on intervient, c'est on fluidifie sa mise en œuvre, on est dans une interaction entre le comédien, le réalisateur. Des choses sont écrites parfois de manière qui sont pas forcément si évidentes que ça à filmer, ou donc on peut être amené à les simplifier, à faire des propositions. Je sais pas, par exemple, il y a des histoires de bouteilles de champagne qui se débouchent pratiquement dans tous les films. À l'arrivée, c'est compliqué parce que c'est long de déboucher une bouteille de champagne. Donc nous, on est là, on règle des petits problèmes de temporalité comme ça, où on triche les bouteilles pour qu'elles se débouchent plus vite. Enfin, c'est des choses vraiment très annexes. Ensuite, on est quand même là pour que les comédiens, que leur faciliter le travail à eux, en tout cas leur amener des solutions de réalisation, de crédibilité de leur métier. Par exemple, si c'est un dentiste, on doit pouvoir proposer des actions de dentiste à un moment où il peut y avoir une scène de dialogue dans un cabinet de dentiste. Bon, c'est pas très bien choisi comme exemple parce que c'est difficile de parler. Mais, ça peut être n'importe quel métier professionnel. Un boulanger, il faudra lui trouver des actions à faire dans un décor. C'est à nous de fournir ça, c'est à nous de se renseigner, de trouver des solutions et des choses qui permettent au comédien qui lui aura pas non plus forcément eu le temps ou toutes les idées nécessaires, il pourra se tourner vers nous pour qu'on lui propose des actions qui seront vues ou pas, mais qui lui permettront, lui, d'asseoir son personnage. C'est à ce niveau-là qu'on peut peut-être intervenir, en tout cas pour que le scénario trouve une assise visuelle. En fait, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier signe, c'était un scénario qui arrive par mail. Et en fait, le deuxième point fort avec le scénario, c'est la lecture du scénario. Avec un réalisateur, parce qu'on veut un peu lui tirer les verres du nez, avec un producteur, parce que lui, il s'inquiète, il voudrait savoir combien ça coûte. Et donc, en fait, le scénario est là sur la table, on l'ouvre et on le dissèque un peu, quoi. Il y a des gens qui sont extrêmement précis, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot qui est inutile. Il y en a d'autres où on arrive à un moment donné où le scénario, même s'il est en train de se développer, en train d'être produit, il est encore en gestation, en genèse, et donc Audiard, par exemple, il va poser le scénario sur la table et il va le démolir, quoi. C'est-à-dire, il va dire tout ce qui va pas dedans, enfin bon. Donc, il va y avoir des lectures très chiantes, il va y avoir des lectures très instructives, mais dans tous les cas, c'est un moment où on considère la faisabilité du film aussi. On va voir les points qui vont poser problème, et donc il y a déjà des espèces de premiers arbitrages qui se font dans notre tête. Et ça, c'est le point de départ qui lance après des premières salles de repérage, parce que c'est de la lecture où on va dire, bah tiens, ça va se faire dans telle arène. Ça va se faire dans tel bac à sable. C'est vraiment collectif, c'est-à-dire qu'il y a un travail à plusieurs mains ou à plusieurs cerveaux, on va dire, avec le chef opérateur, avec le directeur de production, avec le réalisateur et le décorateur. Au départ, c'est un peu ça. Il y a toujours des points qui posent assez peu de problèmes. Oui, il y a un commissariat, oui, il y a un hôpital. Mais après, il y a forcément des enjeux, il y a forcément un domaine, il y a forcément une dramaturgie, et il y a de la faisabilité aussi. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne sait pas encore trop comment on va les faire. C'est des choses qui sont remises à des réunions ultérieures où on va étudier avec les VFX, étudier avec les cascadeurs, étudier. Il y a encore des brainstorming à venir. Il y a également une lecture qui est dédiée aux accessoires, par exemple. Toi, du coup, Simon, donc quand tu arrives sur un projet comme Accessory, justement, puisqu'on est dessus, quand tu prends connaissance de l'arène, toi, qu'est-ce qui te parle, Nous, l'idée, c'est qu'on arrive un petit peu à se mettre à la place des personnages, à se raconter une petite histoire et à leur proposer des choses qui vont raconter la petite histoire du personnage. Il y a des scénarios, par exemple les sitcoms, où les personnages, ils n'existent pas. Donc c'est très difficile de se projeter là-dedans. Heureusement, c'est quand même pas la majorité des productions. Mais il faut qu'il y ait une profondeur un peu psychologique des personnages pour que moi, j'ai l'impression que mon travail, il va prendre du sens. S'il s'agit juste de placer les accessoires, parce que techniquement, c'est ça qu'on me demande et c'est pas très... Enfin voilà, s'il s'agit juste de placer les accessoires, de faire fonctionner les trucs qu'il y a à faire fonctionner sur le scénario...
c'est pas très compliqué, mais c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Parfois, ça peut être très rigolo, mais si ça s'articule pas avec une pensée du personnage et de qui manipule comment les choses, voilà, faut qu'il y ait un truc comme ça dans lequel moi je peux un peu me projeter pour que je me dise mon travail est intéressant, quoi. Et en effet, quand je lis un scénario, que ce soit en long métrage ou en série, parfois il y a des scénarios de série où les personnages sont pas du tout creusés, et du coup c'est compliqué d'essayer d'imaginer un décor chez eux. Vous partez des personnages aussi pour les décors, pas que les accessoires, du coup, enfin, plus largement. je sais pas, mais moi je sais que ça m'aide beaucoup. Enfin, quand je lis un scénario, je m'imagine des choses que j'essaye de graver, parce qu'en général je reviens aux premières images que j'avais à la première lecture du scénario. Mais je pars beaucoup des personnages pour me dire qu'est-ce qu'ils aiment comme couleur, enfin voilà. C'est rarement décrit dans le scénario, quoi. En règle générale, les personnages sont pas tellement définis. Leur monde, leur univers, il faut l'inventer, en fait. Quoi. Il faut l'amener, mais dans le scénario, en règle générale, il y a très très peu d'indications sur l'environnement des personnages, quoi. Oui, donc faut se l'inventer, des fois, on les mais cherche, ce qu'on ressent, on les cherche. C'est sûr que c'est en parlant avec le réalisateur, etc. Il y a beaucoup de mobilier Ikea dans les scénarios. C'est-à-dire, souvent, les descriptions de décors, c'est toujours la même chose. le scénariste s'intéresse pas forcément à l'aspect de la déco ou C'est toujours assez cliché, quoi. Mais c'était plus une blague, hein, quand je parlais d'Ikea. Il y a quand même très rarement des vraies descriptions de décors, et ça c'est laissé au travail d'après. Il y a également très très peu d'indications sur les personnages, quoi. Il peut y avoir des choses iconiques, quoi, qui ont une relation avec l'action. Mais tout l'environnement, c'est quelque chose qui a créé, c'est aussi tout le sel et tout le plaisir de ce travail-là, de travailler avec les costumes, avec... Et Fanny, toi du coup, pareil, tu préfères... Oui, alors moi je vais avoir assez vite une lecture technique, c'est-à-dire comment rendre cette histoire faisable en déco, en termes d'équipe. Relever aussi les choses du scénario qui d'emblée semblent à traiter en priorité parce qu'elles vont être plus complexes. Elles vont nécessiter peut-être une personne spéciale pour fabriquer un objet. Donc tous les objets, ou les décors qui vont être en studio par exemple, qui vont nécessiter des plus grosses équipes. Donc en fait, je vais assez vite aborder le scénario sous cet axe, des os sur lesquels il va falloir très vite travailler en fait. T'as des exemples comme ça d'os qui... Alors par exemple, un tremblement de terre. Je crois que c'était la 3e saison du Bureau des légendes au Maroc. Donc une scène qui était censée se passer en Iran. Marina Loiseau, qui est jouée par Sarah Giraudot, en fait, sent sous ses pieds un tremblement de terre. Et alors je crois que dans le scénario, c'est très très allusif en fait, hein. Il y a un tremblement de terre, il s'inquiète, les 2 acteurs tombent par terre. Donc là, on travaille aussi avec le réalisateur pour voir quelles sont les images qu'il veut voir. Est-ce que c'est des plans larges ? Comment on filme ? Est-ce qu'on fait bouger la caméra ? Est-ce qu'on fait bouger le sol ? Voilà. Quand on lit ça dans un scénario, très vite, on sait qu'on va falloir y réfléchir. Une fois qu'on a fait les chiffrages, en parallèle, on fait de la documentation, on fait des repérages, mais les chiffrages, à un moment donné, ils vont donner une indication. Et donc, ça va pointer du doigt des décors qui coûtent trop cher, des choses comme ça. Donc, souvent, ça inclut une réécriture. C'est-à-dire qu'il y a un rebond qui repart de la faisabilité vers le scénario. Donc, mais c'est pas toujours négatif. C'est-à-dire, ça veut pas dire que parce qu'on va chercher à faire moins ou en enlever, etc., on va resserrer, et souvent c'est plutôt salvateur. Ça arrive très très souvent, et puis c'est aussi souvent le signe parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné le projet corresponde à son financement. Alors c'est souvent, on a un projet et puis on a un financement, mais les deux ont rien à voir. C'est-à-dire, peu importe la quantité de bazar qu'il y a dans le scénario, ils savent qu'ils peuvent lever tant d'argent par rapport à la notoriété de la réalisatrice ou du réalisateur, par rapport au casting, ce genre de choses. Mais après, c'est pas forcément... donc il peut y avoir écrit qu'il y a une explosion atomique, un crash d'avion... Mais j'ai l'impression que quel que soit le projet, si c'est un petit projet ou un énorme projet à 20 millions, c'est la même chose en fait. Oui, il y a toujours des ambitions trouver l'adéquation plus... qui fait donc partie de la faisabilité. Ça, c'est un travail interactif de ping-pong qui fait qu'un scénario, c'est une patte qui va évoluer pendant un certain temps. Idéalement, c'est mieux avant la préparation, évidemment, puisqu'on essaye d'arriver en préparation en ayant les repérages, et donc les repérages correspondent à des lieux qui sont dans le scénario, et que tout le temps passé à repérer les lieux qui ne sont pas dans le scénario, et ça arrive. C'est un peu dommage, mais en tout cas, c'est pour expliquer un peu le rôle fondateur du scénario au départ. C'est lui qui va donner un peu ce tempo-là, quoi. Il y a aussi identifier des séquences qui doivent être storyboardées, par exemple, parce qu'elles sont pas si simples que ça, et qu'à un moment donné, il va falloir départager ce qui va revenir à la département de décor et ce qui va aller au VFX, aux effets numériques. Il faut trouver à quel moment se fait la soudure à la lumière de lecture et d'échange et de brainstorming sur le scénario. Pour ma part, c'est en train de m'arriver aussi, donc pour des raisons techniques et de budget, mais aussi artistiques, parce qu'en fait, un scénario, c'est écrit
par des gens qui sont avec leur papier ou leur ordi, mais c'est tout dans la tête, et écrire le mec saute du 25e étage et tout d'un coup il y a une grosse explosion et tout, c'est facile à écrire, mais à mettre en place c'est très compliqué. Donc en fait c'est ça, c'est de mettre quelque chose de réaliste, et du coup parfois artistiquement c'est peut-être pas crédible, ou c'est peut-être pas... Il y a peut-être quelque chose qui arrive aussi depuis quelques années, c'est avec les plateformes ou les productions qui sont très fortes, qui interviennent beaucoup sur le scénario, enfin les diffuseurs ou les plateformes. Parfois on a commencé une préparation et en fait c'est plus le réalisateur scénariste qui fait son film, le film d'auteur en fait. Alors ça existe encore, hein, tout à fait, mais il y a vraiment un autre type de fiction maintenant qui se développe, où les chaînes ou les plateformes sont très fortes et demandent à réécrire parce que ils estiment que le scénario artistiquement n'est pas ce qu'ils attendaient, n'est pas abouti. Là, on n'est plus du tout dans les considérations de faisabilité d'écho, mais d'interventionnisme. Ouais, et c'est selon leur ligne éditoriale aussi, en fait. Oui. C'est pas forcément que c'est pas abouti, c'est que ça va pas dans leur Absolument. sens et dans leur... Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand ça intervient en cours, c'est... On parlait tout à l'heure de la reine, et moi j'avais une question c'est un truc qui revient souvent en dramaturgie, c'est la question de l'unité de lieu. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de donner un sentiment d'unité de lieu, par exemple quand il y a plusieurs décors dans une même ville, dans une même maison? Est-ce que quand vous travaillez artistiquement vos décors, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention? Ou est-ce que vous pensez toujours par scène, par personnage, et vous morcelez vos décors sans forcément penser de cohésion les uns par rapport aux autres? C'est vraiment ça dépend de la nature du sujet, quoi. Quand t'es à Casa et qu'on te demande de faire Tel Aviv et Damas à Casa, bah tu fais Tel Aviv et Damas, donc l'unité de lieu, évidemment, on va donner l'illusion qu'on est à Tel Aviv, après les événements de Raza, c'est super chouette. Ou alors tu es à Budapest et tu fais Buenos Aires, Zurich, Paris. Après, nous, si tu veux nous faire dire qu'on cherche à pas s'éparpiller, oui, on aimerait ne pas s'éparpiller. Et en même temps, quand tu cherches des décors, t'as tendance à t'éparpiller parce que tu vas essayer de prendre le meilleur décor. Alors ça là, on parle de repérage, on parle plus tellement du scénario, mais tu vas essayer de prendre le meilleur truc qui est au meilleur endroit. Mais après, on retombe sur la faisabilité et un certain réalisme qui fait que plus on est concentré, alors là, c'est une unité de lieu qui est factuelle, puis si on arrive à travailler tout au même endroit, on peut faire des trucs très très puissants, en n'ayant pas forcément une équipe énorme. Et on va gagner au fait de se concentrer. Après, sur la facture artistique, ça dépend de la demande, quoi. C'est-à-dire que tu peux recréer une ville qui n'existe pas, mais tu as besoin d'avoir une ville qui soit comme ci, comme ça, comme ça. Et ben, tu vas aller en tourner une partie là, une partie là, une partie là. Tu vas recréer une unité de lieu qui n'existe pas. Ça, oui, ça, c'est notre travail. Pratiquement à chaque film, il y a un thème ou il y a plusieurs thèmes qui sont des sujets qu'on découvre ou qu'on ne connaît pas forcément ou dans lesquels on se replonge. On a un film 18e ou 17e ou etc. Ouais. On va se replonger dans une période. On va avoir affaire avec des gens qui ont des métiers ou des passions ou qui sont dans un contexte particulier, donc c'est pas dans le scénario qu'on va aller chercher de la documentation, mais on a ce fil conducteur sur lequel on peut s'appuyer. Et oui, en général, on raccorde en studio un intérieur qui est filmé en extérieur, un véritable extérieur. Il faut faire semblant qu'il y ait une sentiment d'unité, oui. Voilà. Oui, parce que parfois c'est explosé, effectivement. Un même décor peut avoir un intérieur à un endroit dans un pays. On passe la porte. Je raconte ça parce que ça m'est arrivé. En fait, on était dans un décor, c'était à Mexico, l'intérieur d'un atelier d'artistes. On passe la porte, on était en studio à Paris, et on va à l'extérieur de l'immeuble, on était, je crois que c'est à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, alors là, pour le coup, il fallait recréer une unité de lieu, parce que c'était un atelier dans un immeuble et dans sa rue. Donc, il fallait que tout ça, au niveau de l'architecture, ça marche. Ça se passe dans les deux sens, en fait. Le repérage s'est fait en fonction d'une certaine esthétique qu'on voulait pour l'intérieur, mais l'esthétique de l'immeuble, avec ces types de fenêtres, de portes, d'architecture, il a fallu le recréer en studio après à l'intérieur. Voilà, il fallait que ça raconte une circulation de dedans jusqu'à dehors, en gros 30 mètres, mais qui se faisait sur un espace géographique vraiment très éclaté. Ça, ouais, ça m'est arrivé. C'est extrêmement courant, souvent, en fait. Oui, une maison, un extérieur de maison qui existe en réalité et refaire l'intérieur en studio. Où ça m'est arrivé aussi d'avoir 3 maisons pour en faire une, quoi. Ça, et dans des régions différentes. Ça marchait très bien. Après, j'étais en train de penser à la comédie, justement. C'est-à-dire quand on est dans des genres de films. En fait, je crois que le sujet, c'est le scénario, donc. Bah si, mais par exemple, quand il y a un genre, il y a une unité de déco à avoir sur l'ensemble du film, par exemple, pour créer cette atmosphère. Est-ce que c'est un truc qui va venir? Ça, après, c'est un travail avec le chef opérateur, beaucoup, sur la direction artistique, l'image globale, la lumière, les couleurs. Enfin, ça, c'est un gros
travail de prépa en amont avec le réalisateur et le chef opérateur. Très rapidement, on voit avec des photos de repérage que y a des choses qui se dessinent sur des couleurs, des envies. Parce que justement, on a beaucoup parlé du côté, on va dire, pratique et faisabilité, mais je vous emmène plus aussi sur le côté peut-être artistique, c'est-à-dire, est-ce que vous, des fois, quand vous avez un scénario, pendant la prépa, quand vous proposez d'autres décors, ça n'est pas, j'imagine, que pour des raisons de faisabilité. Est-ce qu'il y a des fois pour des raisons de rendu, de raisons artistiques, vous avez été amené à emmener le projet ailleurs, à emmener le projet sur d'autres lieux? Mais ça, c'est concomitant. C'est-à-dire que on est à chaque fois en train d'évaluer ce qui ressort de l'artistique, ce qui ressort de... On se laisse pas brider par la technique. Et la technique, il faut s'en servir. Mais après, il faut aussi avoir un certain réalisme. Donc, il y a des choses qui peuvent être disqualifiées pour des raisons techniques ou financières. Mais quand même, globalement, on est toujours dans la recherche artistique, dans le mieux, dans la conception, dans l'idée, dans la vision. C'est notre métier, quoi. C'est le décor de cinéma, c'est ça, quoi. C'est chercher comment on peut sublimer, comment on peut extrapoler, comment on peut dépasser les frontières de ce qui serait juste la transcription littérale d'un script, quoi. C'est la demande aussi d'un metteur en scène. La demande, c'est d'emmener les choses. Si c'est pour faire juste ce qu'on dit, ça suffit pas. En matière d'accessoires, on peut avoir un peu le même genre de choses. Bon, c'est en dernier lieu, mais une des dernières étapes du travail avant le tournage, c'est la présentation des accessoires, au cours de laquelle on va proposer plusieurs versions d'un même objet qui est décrit dans le scénario sous le nom de stylo, sous le nom de n'importe quoi, blague à tabac, carnet, tout ça, c'est des choses tout à fait génériques. Et on va proposer différents trucs. Généralement, on a une idée qu'on préfère, on laisse le choix au réalisateur parce que c'est le plus important. On essaye de proposer des choses qui nous paraissent aller dans le sens de l'ambiance, du scénario, du personnage, mais aussi avancer des arguments pour faire basculer quelque chose sur, je sais pas moi, un truc qui sera très synthétique, qui pourra coller un personnage, alors qu'on aurait pensé à un truc en cuir plutôt discret, enfin, des petits détails comme ça, mais qui vont effectivement permettre d'aller dans le sens du scénario ou de l'idée qu'on en a avec le réalisateur, quoi. Moi, en général, je suis assez friande des mauvaises idées parce que je trouve que quand un réal est ouvert à ça, c'est plutôt cool, quoi, parce que du coup, on sait qu'on peut proposer plein d'autres choses et après, évidemment, c'est tout le dosage entre quelque chose de crédible mais on fait du cinéma, on fait pas du documentaire, donc moi je le vois un peu comme ça. Et parfois, des choses filmées très très réalistes, etc., sont quand même empreintes de petits détails comme ça qui font que on reste au cinéma, quoi. Enfin, c'est un spectacle. Ouais, moi je trouve que les idées saugrenues sont toujours super bien en fait, parce que dans la vie en fait, il y a souvent des choses bien plus étonnantes, bien plus folles que ce que l'on voit dans les films ou enfin ce que l'on imagine. Et ça, souvent, on le voit en repérage. En repérage, je me dis parfois, mais tu mets ça dans un film, t'y crois pas. Parce que tu vois des endroits qui sont dingues, en fait, qui sont au-delà du cliché qu'on se fait de, je sais pas quoi, d'une usine ou d'un appartement de personnes âgées, où on a tous des idées un petit peu, parfois, étroites ou des présupposés sur tel type de lieu, où on a un palais pas aussi large que, en fait, tout ce qui est possible de trouver dans la réalité. Donc, quand il y a des idées vraiment qui sortent du chapeau comme ça, on se demande, qui sont marrantes, je me dis, en fait, dans la vraie vie, ça peut exister. Et puis même sans chercher forcément à vouloir se raccrocher au réalisme, c'est pas le problème, mais tout est possible, et puis de la fantaisie, c'est bien. Même si c'est un scénario sérieux. C'est un peu comme dans les scénarios où parfois il y en a, on est obligé de mettre inspiré de faits réels parce que c'est tellement dingue l'histoire, alors que ça existait, et je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord qu'en repérage, on voit des choses hallucinantes. Et moi, j'ai ma maison qui a brûlé un jour et j'ai pris des photos parce que je me suis dit, mais jamais j'oserais demander ça à un peintre de patiner comme ça parce que c'est trop patiné. Et on n'y croirait pas. Et en fait, si. Est-ce que peut-être vous avez d'autres exemples qui vous reviendraient de tournage comme ça avec une idée qui vous semblait assez excentrique, vous vous dites c'est peut-être pas une très bonne idée, et au final ça en était une bonne, ou même l'inverse des fois, c'est-à-dire une proposition qui fonctionnait pas en termes de déco, une proposition de scénario qui fonctionnait pas? Des fois il y a des événements qui font que les choses changent, quoi. Quand je dis des fois, c'est très souvent en fait, hein. Parce qu'en fait, on optimise en préparation pour essayer d'être le plus près possible. Mais après, il y a les impondérables, il y a des changements de plan de travail, ça va être des orages qui font que ça va être la neige qui tombe, enfin des aléas climatiques qui font que tout d'un coup les choses sont mises en cause. Donc, faut être très souple, hein. Dans ce métier, rien n'est acquis, quoi. Mais souvent, ça tire les choses vers le haut et ça améliore les accidents. Ouais, moi je sais que l'année dernière, on a eu un décor qui a été un peu naufragé par une tempête. On avait eu le temps de tourner, sauf que j'avais jamais prévu qu'il y aurait autant d'eau dans une rivière. Et en même temps, ça donne tout d'un coup une dimension dramatique qu'on n'attendait pas et ça renforce 10 000 fois le truc, quoi. Donc, et vous en jouez, du coup? Bah oui, enfin après ça a des effets papillons parce que tout d'un coup il faut assumer ça, c'est comme quand la neige tombe à un endroit et qu'il faut la garder pendant plusieurs jours. Alors qu'on est au mois d'août, voilà, c'est des choses comme ça, vous les assumez, mais souvent il y a des imprévus qui vont dans le bon sens, quoi. Ça se passe jamais comme c'était prévu, en effet. T'as beau storyboarder, t'as beau faire tout ce qu'il faut, avoir une prépa longue et bien préparée avec le premier assistant, avec les VFX, les machins,
Ça se passe jamais, mais il y a toujours la magie du cinéma qui opère. En fait, il faut dire qu'on passe notre temps quand même à résoudre des problèmes. Hein. Je crois qu'on peut le dire. On passe notre temps à ça. Y compris sur le tournage, une fois dans l'action. Ah mais bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est pour ça qu'on parlait de lecture de scénario aussi, parce que effectivement, on voit les problèmes arriver, mais après, il faut résoudre les choses, donc c'est aussi ça, quoi. Bah, ce genre de choses, oui, c'est un peu le quotidien de l'accessoiriste, c'est de résoudre des problèmes. Il y a un technicien qui fait tomber une potiche et il faut la recoller pour que le décor garde sa cohérence, que le raccord soit juste. Enfin, on est tout le temps en train de chercher des solutions et de les trouver en un temps record. Parfois, on va changer un peu l'axe de la caméra ou quoi pour résoudre un problème, mais souvent, on doit refaire. Enfin, nous, on est essentiellement là pour ça, oui, pour résoudre ce qui n'a pas été prévu. C'est un peu le cœur du métier, je dirais. Est-ce qu'il y a un type de scénario sur lequel vous rêveriez de travailler, en termes de déco, que vous n'avez pas encore fait ou pas comme vous le vouliez? Oui, un truc on fait n'importe quoi. En fait, c'est-à-dire que toute idée qui passe par la tête, enfin, je dirais pas des uns des autres parce que s'il faut satisfaire des idées de tout le monde, ça serait impossible, mais disons que on aura un film qui cherche pas forcément la cohérence, un truc complètement décalé, avec de l'absurde, où les raccords sont pas bons, enfin voilà, mais évidemment qu'il y ait quand même un récit ou une ambiance ou quelque chose qui emmène... Et plus chaotique et plus libre, du coup, serait ton genre Ouais, quelque chose de très libre. Parce qu'en fait, on est très contraint, en fait, dans notre métier, mais c'est ça qui est génial, c'est de jouer avec des contraintes, mais c'est un jeu très sérieux, alors c'est vrai que parfois, de faire un truc complètement décalé ou surréaliste, avec des décors qui raccordent pas, ou qui passent d'une époque à une autre, d'un décor à l'autre, enfin, voilà. Ok, la liberté, c'est marrant comme réponse. Léa, le type de projet sur lequel tu rêverais de taffer? Ouais, moi, bon, évidemment, la liberté, tout ça, mais bon, on est toujours contraint. Et c'est presque ça la liberté, parce que du coup, c'est dans les contraintes, je pense qu'on est créatif, mais moi, je rêverais de faire un décor de carton-pâte où on voit vraiment que c'est du décor et que c'est drôle, quoi. Trop de pâtis, trop le décor plus. Évidemment, moi je pense que c'est tous les films d'époque, quelle que soit l'époque, qui peuvent m'intéresser parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être de la nostalgie. Je pense que le film d'anticipation, c'est difficile d'un point de vue créatif. Après, moi je peux raconter un truc, c'est que j'ai fait pas mal d'hôpitaux et je me retrouvais sur un projet à nouveau d'hôpital. Je me dis encore un hosto, merde et tout. Et au final, c'était très intéressant. C'est-à-dire que sur un même sujet de décor, par exemple l'hôpital, on pourrait penser que c'est lassant, rébarbatif, et en fait j'ai trouvé de l'intérêt, des choses nouvelles, des réflexions nouvelles, qui viennent peut-être pour d'autres raisons, de la circulation, des choses comme ça. Je pense que le plaisir, c'est surtout d'avoir le bon scénario, le bon réalisateur et le bon chef-op, quoi. C'est là que c'est bien. Moi, disons que l'intérêt de mon travail, je le situe pas tant que ça au niveau des objets, en fin de compte, des accessoires, que des relations humaines. C'est-à-dire, c'est pas tellement de travailler sur un western ou un film de science-fiction qui me fait rêver, même si, bon, ça m'intéresserait beaucoup. Enfin, c'est l'alchimie qu'il y a entre le scénario et l'équipe. Enfin, c'est là que ça se passe. Il y a des films qui peuvent être assez mauvais, sur lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, et inversement, des films qui peuvent être assez bons où ça a été un enfer. Voilà, j'ai pas de truc où je me dirais là ça va être génial de travailler là-dessus parce que en fin de compte les paramètres qui vont être déterminants ils sont pas forcément prévisibles. En tout cas, c'est pas que le genre, etc. Voilà, c'est pas là un genre de cinéma qui va faire un truc. Moi, j'aimerais bien que les scénaristes arrêtent de parler de flics et oublient les hôpitaux, les tribunaux, les commissariats, et qu'on peut imaginer d'autres personnages, qui travaillent ailleurs et faire un détective, par exemple, à la place d'un flic, et comme ça, il n'y a pas de commissariat, il est dans son bureau de détective qui pourrait être très chouette. Voilà. T'as dit un truc sur le message au scénariste et ça m'a fait arriver sur ma dernière question qui est: est-ce que vous auriez les uns et les autres un message à faire passer aux scénaristes? Puisque j'ai cru comprendre que dans vos métiers respectifs, vous discutez pas forcément directement avec eux, du moins quand ils sont pas réalisateurs. Quel serait le message si vous deviez faire passer un message aux scénaristes, ce serait quoi? Non, mais nous, on est en contact avec les scénaristes. Même quand ils sont pas réalisateurs Ah ouais, parce qu'ils sont souvent là, et que quand justement il faut aller retourner sur la table de travail et reprendre les choses, si, moi on les voit fréquemment. Échanger en direct avec eux, du coup. Ouais. C'est fréquent aussi pour les autres, ce cas de figure ou... Bah, moi, ça dépend, encore une fois, si c'est une série, non, mais si c'est un long, oui, en effet. Donc du coup, peut-être un autre message à faire passer aux scénaristes, en plus du fait de varier les décors ou... Je viens de lire un scénario, c'est nouveau pour moi parce que la série sur laquelle je bosse, c'est deux auteurs qui ont travaillé aux États-Unis, et du coup il y a beaucoup de didascalie sur les personnages, sur les décors, etc. Et je trouve ça super parce que déjà la lecture du scénario est plus digeste, et en plus ça aide beaucoup. Alors les producteurs, la chaîne, tout ça trouvent que ça sert à rien, mais je pense que c'est un outil de travail énorme pour la déco, mais pour les costumes, pour tout le monde, pour la mise en scène, et donc pourquoi pas
continuer à faire comme ça. Enfin, les didascalies, je pense que sont très importantes. Voilà. Mais j'aime beaucoup les scénaristes. Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord je vois tout à fait l'intérêt effectivement d'avoir des didascalies un peu développées, mais moi j'aime bien que ce soit allusif. Comme ça, on peut peut-être être plus en force de proposition, on peut s'imaginer l'histoire que l'on veut, et puis après, avoir plus de liberté, oui, dans l'approche d'un personnage, d'un lieu. Quand on a un message à faire passer au scénariste, un message précis de la place où je suis, en fait, je pense que c'est plutôt un message à la production. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui travaillent d'une manière où ils sont contraints par des arcs narratifs, des bibles de production, ou tout simplement, voilà, des choix de production. Donc un scénariste qui travaille comme il aime travailler, je pense que personne n'aura trop envie de lui dire, en tout cas pas moi. Je pense que s'il est content de ce qu'il fait, tout le monde le sera, plus que sur des scénarios où ils ont à répondre à des demandes qui sont pas tellement scénaristique, donc c'est là où on tombe dans les clichés. Je pense que c'est là où effectivement on trouve à aller d'hôpital en commissariat. Et au niveau accessoires, on aura toujours la petite boîte avec les photos qu'on sort, enfin des choses qui sont des tartes à la crème. Les archives qu'on ouvre 10 fois. Voilà, enfin c'est là où je pense que voilà, s'il y a un problème, c'est que c'est un problème de production. Après il y a forcément des bons et des mauvais scénarios, mais je pense qu'on tombe vite sur quand il y a un vrai problème de scénario, c'est qu'il y a un vrai problème de production. Je pense que s'il y avait un scénariste parmi nous, il aurait sûrement dit ça. Il aurait sûrement pris cette position-là d'ailleurs. Et enfin, est-ce que vous auriez une reco à faire d'un film ou d'une série qui vous a vraiment marqué, mais en termes bien sûr de votre métier, c'est-à-dire en termes de déco, en termes d'accessoires? Alors moi j'en ai un à citer où la déco, c'est pas forcément ce qu'on voit, c'est plus les costumes, mais c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est La Reine Margot de Chéreau, où il y a une DA géniale, et j'avais 14 ans quand j'ai vu ça, et je me suis dit, je crois que c'est ça que je veux faire. Voilà, j'admire beaucoup Olivier Rado. Okay. Là, une série que j'ai trouvée pas mal, c'est Tchernobyl. C'est quand même bien restitué. Elephant Man, pour moi, c'est absolument un chef-d'œuvre de déco. Il a été tourné, je crois, dans les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sortirait ce film, il aurait pas pris une ride, que ce soit en déco, en technique, Simon, il y en a qui viennent? En tout cas, mon métier, moi, c'est pas vraiment un prisme à travers lequel je regarde les films. Alors, j'aurais du mal à te donner un truc très emblématique de mon métier. Si je commence à me poser la question de la gestion des accessoires en regardant un film, c'est que c'est quand même pas très bon. C'est que tu t'ennuies. Ouais. Michel, est-ce que tu as une référence en termes de déco qui te vient? Bah écoute, moi j'ai une grande palette de choses que j'aime, donc je dirais Kurosawa pour Ran, pour les 7 samouraïs, des choses comme ça, où il y a à la fois du graphisme, une utilisation de l'espace qui est incroyable, et en même temps élégant et sobre, donc beaucoup de choses comme ça. Des choses plus modernes, comme le travail de Mandico ou de Gandrieux. Moi j'aime bien aussi les choses très abstraites, pas forcément surdécorées. D'ailleurs j'aime bien quand on voit pas trop le décor dans le film, mais bon après ça dépend des sujets évidemment. Très souvent, on fait des choses qui ne se voient pas, et c'est notre orgueil de savoir que ça ne se voit pas. Quand on se fait engueuler par un mec qui dit que dans un prophète, ils ont tourné dans une prison, on se dit bon, ok, c'est bon, yes. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un travail éminemment artistique, et moi, je prends les décors comme des tableaux, et dans les films, je trouve qu'il y a ça aussi, quoi. Donc, j'adhère tout à fait à La Reine Margot et au travail de Peduzzi. On est beaucoup sur des classiques, oui. Parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre du sensoriel, il y a la fenêtre qui est ouverte sur la condition humaine, et il y a l'émotion qui est là, et il y a toutes ces choses-là qui sont convoquées. C'est L'Anglaise et le Duc de Romer, qui effectivement, c'est l'utilisation de tableaux pour créer le décor sur les fonds verts. Et merci à tous, ça conclut notre entretien. Merci pour votre participation, et puis bonne continuation dans vos projets en cours et futurs projets. Merci. Merci. Les décorateurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Fanny, Léa, Michel, Philippe et Simon pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu, et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. Et d'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.